quelque chose, le micro-learning, qui n'est pas fondamentalement nouveau, mais qui est aujourd'hui fait partie effectivement de ces sujets sur lesquels il faut se pencher peut-être plus attentivement. Et c'est quand même la raison de ce qui nous amène tous ensemble aujourd'hui. Alors, juste avant effectivement de leur laisser largement la parole, parce que l'objectif c'est justement de pouvoir se projeter, et qu'on se projette d'autant mieux qu'on est dans des véritables usages, et donc aussi bien ScholarFab que Via Formation vont nous expliquer comment leur projet est né, comment aujourd'hui ils ont commencé d'expérimenter, même au-delà de l'expérimentation de la mise en œuvre, comment s'envisagent les déploiements également à plus grande échelle. Mais juste avant peut-être de leur laisser la parole, si besoin était, parce que je ne doute pas de vos larges connaissances sur le sujet, mais je me suis dit qu'on allait peut-être se rappeler quand même quelques petits points sur qu'est-ce qu'on entendait par micro-learning. Alors, ce qui est intéressant, déjà, ce qui est facilitant pour un animateur comme moi, de faire un petit topo comme ça, c'est que finalement, il n'y a pas de véritable définition du dictionnaire hein, sur le micro-learning. On y met un petit peu, on y fait rentrer un petit peu ce que l'on veut. Donc, j'ai essayé de reprendre quand même ce qui pourrait faire consensus, et puis bien sûr, j'ai un œil sur le chat pour être à la pour surveiller vos commentaires et puis vos propositions complémentaires. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont effectivement micro-learning, donc des modules courts, ça a du sens. Ce qu'on constate en général, c'est des choses qui peuvent être très courtes, 20-30 secondes jusqu'à 5 minutes. C'est le format le plus souvent constaté hein, en termes de durée, le format en termes de durée. Ils sont, alors bien évidemment, je vous attends, je vous attends dans le chat. Le premier qui me mettra la définition d'Atawadak gagne un sourire. C'est pas un Pokémon, ça, non. C'est pas un Pokémon, Atawadak. Allez, le premier qui me dit. Alors, c'est de l'anglais, hein, je vous aide hein, quand même. Je sais pas si ça vous aide, mais normalement, oui. Hein. Attention, le gong va bientôt tomber. On demande à ChatGPT qui corrige, oui, oui. Je pense que ChatGPT devrait être capable de répondre à ça. Ça fait partie sûrement de sa base de connaissances. Oui, bravo à Fabrice, il a une dextérité au bout des doigts. Voilà, anytime, anywhere, any device, any content. Donc, ce qui veut dire, en bon français, à tout moment, en tout lieu, sur n'importe any device, c'est ça qui est important. Entre autres, ce qui est important, c'est sur n'importe quel type d'équipement, n'importe quel équipement, et puis avec n'importe quel type de contenu. Et donc, pourquoi je dis c'est ça qui est important? Parce que c'est le point que j'ai noté juste en dessous. On note, enfin, c'est très concomitant au développement de ce qu'on appelle les apprentissages nomades. Si on ramène ça à un petit terme anglais, le mobile learning. Puisqu'on a vu véritablement ce développement avec l'usage du mobile en formation, mais ce qui ne veut pas dire qu'on va l'utiliser que sur du mobile, que c'est réservé à de l'usage mobile. Ce qui est intéressant, c'est que ça puisse être multi-plateforme, multi-équipement, et donc ça puisse aussi marcher sur un PC, sur une tablette, bien évidemment. Hein. Alors, les formats, eux, ils peuvent être différents, et je pense que Laurent et Sylvain nous donneront des exemples justement de formats, de ressources d'apprentissage qui peuvent être différents. Ils sont assez souvent aujourd'hui sous forme de vidéos. Hein. Il y a un certain nombre d'acteurs de EdTech qui se sont mis effectivement sur ce champ-là il y a déjà quelques années. Je pense à un des plus anciens comme Teach on Mars, par exemple, hein, qui a déjà un peu d'antériorité sur ce sujet-là, mais ils nous parleront heureusement tout à l'heure d'autres acteurs qui sont arrivés sur le marché depuis. Parce que aussi ça correspond aux usages les plus courants, aux usages courants que l'on a en tant que citoyen. Voilà, aujourd'hui, on approche les 100% d'utilisation de smartphones pour les gens qui sont équipés d'un téléphone, malgré tout. Et puis, bien sûr, smartphone, on utilise beaucoup de vidéos, donc c'est vrai que ça facilite le développement dans ce sens-là. Alors, ça a aussi une caractéristique, c'est que alors on est toujours dans les anglicismes, excusez-moi, mais on peut facilement le traduire. Ça correspond effectivement à un besoin ou à une volonté d'apporter
du contenu juste à temps et juste assez, c'est-à-dire que donc le module court qui, pour certains disent, doit correspondre à un objectif d'apprentissage et pas plus, on l'amène juste au moment où on en a besoin, et on ne répond qu'à cet objectif d'apprentissage. Alors pourquoi j'ai mis CF année 2000 ? Parce que à la fois, comme je le disais en préambule, c'est quelque chose dont on parle beaucoup ces derniers temps, et ce qui nous amène à nous retrouver là cet après-midi, mais dans les années 2000, on en parlait déjà, et le just in time, just enough, il date des années 2000, mais c'était uniquement dans le monde de l'entreprise. Et ce qui va être nouveau, c'est d'en parler, plus nouveau, pas très joli, mais bon, c'est d'en parler aujourd'hui dans le monde de la formation, que ce soit formation initiale ou formation continue. Mais dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui a déjà, on va dire, 20 ans d'antériorité. Il peut être à la demande, et je crois que Laurent et Sylvain justement vont illustrer par des modalités la façon dont ils sont proposés, à l'apprenant, soit à la demande, c'est-à-dire je vais chercher, j'ai un besoin, je vais chercher, je trouve une capsule, enfin un micro-learning, et du coup je déroule ma capsule à ce moment-là, soit on peut pousser, hein, dans le sens, c'est plutôt le dispositif, le formateur, l'organisme de formation qui va amener du micro-learning vers l'apprenant. On a coutume de dire aujourd'hui, mais on écoutera leur témoignage là aussi, que c'est plutôt favorable vis-à-vis de l'autonomie de l'apprenant, que ça a plutôt tendance à favoriser l'engagement. Ils nous diront dans les premiers retours d'expérience effectivement ce qu'ils en pensent. Et puis, aujourd'hui, contrairement aux années 2000, où les sciences cognitives étaient loin d'être avancées comme elles le sont aujourd'hui, nos connaissances en matière de sciences cognitives ont énormément, vous le savez, évolué ces dernières années. ChatGPT en est un exemple, avec l'utilisation de la big data et de l'intelligence artificielle. Et donc, on connaît mieux aussi comment fonctionne le cerveau en général, et le cerveau des apprenants, comment fonctionnent les apprentissages. Et ce qui fait que les applications, les dispositifs qui sont proposés aujourd'hui s'appuient et tirent parti effectivement de ces nouvelles connaissances que l'on a. Quelques termes que j'ai rajoutés là, mais que l'on pourrait effectivement compléter. Et là, si vous avez d'autres idées, allez-y dans le chat. Mais bon, on parle effectivement de capsules, de briques, de nuggets, hein, histoire de reprendre un petit terme anglais. Puis vous voyez bien votre boîte de nuggets, on prend celle qu'on veut et on la trempe dans la sauce qui va bien. Donc tout ça pour nous dire que le micro-learning, c'est pas un gros morceau et qu'on vous sert et que vous allez mettre 6 mois à manger. C'est vraiment, pour faire le parallèle avec les nuggets, on est vraiment sur des choses qui vont être à la demande, et qu'on prend et qu'on utilise, et qui répond à... On pourrait parler de... Je ne sais pas si on parle de bouchée d'apprentissage, mais ça serait pas mal plutôt. Ça mettrait hors d'appétit. Alors, assez parlé pour moi. J'espère que, bon, avoir un petit peu résumé. Enfin, Laurent, Sylvain, vous me dites si j'ai oublié des choses essentielles dans ma présentation, qui avait comme des learning snacks, nous dit Fabrice, ou pourquoi pas. Ouais, mais des snackies, alors, hein, des tout petits. Et donc on va les laisser se présenter. Ils vont nous expliquer déjà qui ils sont, bien évidemment. Et puis, juste pour peut-être poser le décor, qui est Scholar-Fab. Alors, en plus, un nouveau nom dans le Landerneau, mais on va voir pas si nouveau que ça derrière. Et puis aussi donc via formation avec le groupe IRFA. On va commencer par Laurent. Si tu veux bien, effectivement, Laurent, nous dire qu'est-ce que c'est que ce Scholar-Fab là, dont on n'avait encore pas entendu parler en 2022, et paf, ça y est, en 2023, c'est comme ChatGPT, il vient de sortir. Et oui, c'est ça. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Laurent Pagna, je suis ingénieure pédagogique chez Scholar-Fab, anciennement Aden Formation. Voilà, Ça y est, vous avez fait le lien tous. On a changé de nom au 1er janvier. Donc, maintenant, nous sommes Scholar-Fab. On retrouve quand même nos couleurs sur notre petite étoile de l'ancien logo. Et donc, pour rappeler un petit peu le contexte, Scholar-Fab, du coup, c'est un établissement de l'enseignement supérieur où on propose différentes
formation sur différents secteurs d'activité comme le tertiaire, comme l'informatique, l'architecture, le design, la santé, le tourisme et les langues, et sur différents sites. Alors, beaucoup en Normandie, mais pas que. Donc, on est bien évidemment à Caen, on est au Havre, à Lillebonne, et puis on se trouve aussi au Mans, à Alençon, à Damigny et à Lisieux. Voilà pour le contexte. Et en termes de public, on accueille des étudiants, on accueille des alternants, des demandeurs d'emploi, des salariés en reconversion professionnelle et des chefs d'entreprise, par exemple, ça peut arriver aussi. Voilà. Très bien, merci, merci Laurent. Même exercice, Sylvain, pour nous dire, alors voilà, on dit via formation, groupe Oui. IRFA, bon, c'est pareil, c'est que des nébuleuses aujourd'hui. C'est ça, je dirais que Calliope a professionnalisé les structures et on est devenus tous des consortiums. Oui, donc groupe IRFA Formation, effectivement, qui comprend plusieurs structures, dont Via Formation, mais également IRFA Normandie Maine, IRFA Évolution et IRFA Entreprise. Moi, je suis chef de projet pédagogique et digital au sein de la cellule ingénierie de ce groupe, justement. Alors, effectivement, sous contrat Via Formation, mais travaillant pour le groupe. On est présent, effectivement, sur plusieurs régions, maintenant 70 sites au cumulé pour l'ensemble du groupe IRFA sur Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Normandie, Hauts-de-France et Grand Est. Et donc pour les différentes filières également de formation sur les différents programmes régionaux de formation qui sont sur le service à la personne, commerce, distribution, filière numérique, tertiaire, hôtellerie-restauration, sécurité et insertion orientation. Voilà pour faire le global. Ouais. 70 sites, oui, Jean. Ça y est. 70 sites. Dont Oui, plein tout de à fait. sites en Normandie d'ailleurs, de Caen en passant par Alençon, Mortagne, l'Aigle. Il y a aussi sur Lisieux et partie Rouen, un petit peu plus sur l'ancien Haute-Normandie, on va dire. D'accord. Alors du coup, tiens, on va enchaîner avec toi, Sylvain, Oui, parce que bon, là, aujourd'hui, on parle de micro-learning, mais je sais qu'à la fois à Via Formation et dans le groupe IRFA, l'usage du numérique n'est pas quelque chose de nouveau. Ça n'a pas démarré avec ce projet micro-learning. complètement. Comment, effectivement, quels étaient les usages en quelques mots? Est-ce que c'est malgré tout récent de 2-3 ans ou est-ce qu'il y a une antériorité beaucoup plus grande de l'usage du numérique en formation dans le groupe? Alors, l'usage du numérique dans le groupe est pas effectivement pas si récent. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien que j'intervienne sur la partie Normandie, puisque c'est quand même la Normandie qui nous a quand même beaucoup aidé sur les différents projets innovants qu'on a pu avoir de financer avec la région, le FEDER et le FSE d'ailleurs, pour en parler des différents financeurs. Mais effectivement, au début des années 2000, on a mis en place une première plateforme de téléformation au sein du groupe IRFA et plutôt sur la partie IRFA Normandie Maine. Et puis, je dirais, dans les années 2010, on a été sur les premières formations en FOAD avec notre certificateur Hyperia pour les premières formations à 100% à distance pour le service à la personne. C'était des employés familiaux à l'époque. Et ensuite, avec les divers projets innovants, je dirais que les divers programmes d'innovation pédagogique qu'a pu mettre en place la Normandie, on a pu évoluer sur aussi bien, toujours dans les années 2012-2013, l'utilisation de Google Apps, donc la suite de Google pour l'usage pédagogique, pour créer des portfolios, également des outils Web 2.0 qui étaient très à la mode à ce moment-là avec le Web 2, comme tout le monde l'a appelé à ce moment, et tous les outils qui en sont découlés. D'ailleurs, on peut voir aussi qu'eux aussi sont professionnalisés parce que beaucoup sont devenus finalement moins philanthropiques et beaucoup plus payants et beaucoup plus recentrés. Les petites startups du début sont devenues des grosses entreprises. Et puis, effectivement, ensuite, on a suivi, je dirais, 2014-2015, toute la partie vraiment de mise en place de la multimodalité avec les différents ateliers d'ailleurs qu'on a pu mettre en place avec Communautique. Déjà, ne serait-ce que de définir ce qu'était la multimodalité, mettre en place les différentes modalités pédagogiques au sein des parcours. Et puis 2017, c'était la réalité augmentée qu'on a utilisée sur un projet pour pouvoir justement utiliser de la ressource papier, mais qui était augmentée avec des ressources médias. Donc on va dire qu'on était sur des premiers nuggets, mais qui étaient reliés avec de la réalité augmentée. Et puis là, dernièrement, 2022-2023, ça s'est un peu plus enchaîné. 2022 avec bien entendu les badges numériques, qui est aussi le territoire en Normandie où on est
très gros essor avec entre autres le Dôme. Et puis 2023, même si on a commencé en 2022, 2023 va être vraiment l'année de déploiement par rapport au micro-learning. Donc voilà, sur les 20 dernières années, un petit historique, mais oui, il y a déjà eu pas mal d'usages, on va dire. D'accord, ça va être, j'ai envie de dire, d'autant plus intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir ton point de vue sur le micro-learning par rapport à des dispositifs de formation, on va dire, plus anciens, peut-être plus monolithiques, justement, tels qu'on a pu les uns et les autres en concevoir pendant pas mal d'années. Je me retourne à nouveau vers Laurent. Donne-nous un petit. Est-ce que tu peux nous donner toi aussi un petit peu, on va dire, le panorama d'ensemble, le numérique chez ScholarFab et avant que ça s'appelle ScholarFab, puisque le numérique n'est pas né avec ScholarFab, Non, mais il y a déjà aussi des pratiques un peu anciennes aussi au sein de ADN Formation avant. Oui. Alors nous, c'est un peu plus récent quand même que chez Sylvain, puisque nous, ça date de 2015, du coup, avec l'intégration de notre première plateforme LMS, et du coup, avec cette volonté d'hybrider un peu plus nos contenus, donc, et d'intégrer la multimodalité dans les pratiques à l'époque qui n'était même pas encore ADN Formation, mais AIFCC, etc. Donc, on intégrer cette plateforme à ce moment-là, mais tout ce qui est micro-learning, rapid learning et toutes ces notions, en fait, intégrant vraiment les outils numériques, c'est venu un peu plus tard, et notamment en tant qu'adhérent communautique, grâce aux webinaires et au groupe de travail qui étaient organisés à ce moment-là, ça nous a permis aussi un peu on va dire, de monter dans le train et d'avancer sur tout l'aspect digitalisation et innovation pédagogique. Et donc sur le micro-learning, ça fait maintenant, on entame la 3e année du coup de travail avec cette modalité. Donc voilà, ça s'est un peu enchaîné sur les dernières années de façon un peu plus condensée. D'accord. Alors du coup, on enchaîne sur le micro-learning. Tu viens de commencer d'en parler. En fait, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle le micro-learning, on va dire, s'est invité, j'ai envie de dire, à ScholarFab? Alors c'est un peu... alors forcément, bien sûr, ça prend en compte l'évolution des technologies, de tous les outils, en fait, avec cette volonté de suivre la marche et de ne pas se retrouver à l'arrière du wagon. Mais c'est aussi l'opportunité, en fait, grâce à la région Normandie, qui nous a permis de financer un projet, du coup, avec Tiny Coaching, justement, sur le micro-learning. Donc, on a lancé ce projet en 2020 pour un début au 1er janvier 2021. Et donc, c'est ça qui a fait que le micro-learning s'est invité un peu chez nous. C'est cette opportunité grâce au financement de la région. Donc voilà, D'accord. sur Donc la ça a été, partie. ça a été un peu le fait générateur, du coup, C'est de ça. profiter de ça. Et du coup, la rencontre, on viendra un peu sur justement l'utilisation de l'outil, enfin du dispositif Tiny Coaching après, mais ça a été aussi l'opportunité de la rencontre avec Tiny Coaching pour monter dans le wagon Exactement. et proposer ce projet-là. Je reviens vers toi, Sylvain. Est-ce que du coup, on parlait de cette antériorité des usages du numérique tout à l'heure, mais est-ce que le micro-learning alors, est apparu, ça a été la volonté d'une expérimentation aussi, ou est-ce que ça a été du coup une prise de conscience, par exemple, de dire, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, il faut proposer autre chose? Comment c'est venu chez vous? Effectivement, il y a eu un peu les deux, en fait, je dirais. C'est une opportunité et en même temps un suivi de technologie. Je rejoins Laurent sur le côté, bien entendu, l'innovation technologique qui avance et la facilité aussi de pouvoir créer plus facilement ces capsules de micro-learning. Donc, il y a eu également l'opportunité du groupe IRFA Formation qui a rencontré, alors, pour ScholarFab, c'est Tiny. Pour nous, de notre côté, c'est Doki. Mais il y a aussi cette opportunité de pouvoir travailler avec une startup en fait, qui proposait aussi un outil. Et dans le même temps, il y avait le projet Normandie 9 qui était lancé au même moment. Donc, on s'est dit, voilà, c'est peut-être l'occasion de pouvoir avoir un financement d'ingénierie, comme la Normandie nous suit souvent sur nos projets, et en même temps de pouvoir proposer cette nouvelle modalité qui est quand même très émergente et qui devient prégnante.
on voit bien que dans le micro-learning, on retrouve aussi un peu les éléments fondateurs qui ont fait que, j'allais chercher le nom et j'oublie, notre réseau social chinois qui a fait des émules pendant le Covid, TikTok, voilà, je reviens dessus, j'avais oublié, exactement TikTok. En fait, on retrouve un peu les éléments fondamentaux, c'est-à-dire des contenus courts, très rapides, de médias. Alors bien entendu, c'est pas de la formation dans TikTok, mais on voit que ça suit le courant des technologies, etc. Donc voilà, je dirais c'est l'agrégation de différentes opportunités en 2021-22 qui ont fait que ce projet a vu le jour. Et en même temps, c'est ce qu'il y a sur la slide, on a eu l'opportunité de pouvoir être dans un consortium aussi national sur le Definum et donc de pouvoir avoir un allié en termes de financement qui est pour le coup là la Caisse des dépôts pour pouvoir avoir un projet un petit peu plus encore conséquent parce que l'ingénierie ça coûte de l'argent tout simplement. D'accord. Du coup, on voit, tu mentionnes justement par rapport à ce projet d'Effinom, mais on va rentrer encore plus dans vos projets respectifs d'usage du micro-learning. Quelles applications et tu viens d'évoquer ce projet d'Effinom. On voit effectivement, ça touche. Alors, il y avait débat. J'étais à une réunion la semaine dernière. Il y avait débat sur la traduction de soft skills, donc on va pas le traduire. C'est les soft skills. Il y en a qui compétences Entre 12, compétences compétences molles. 12, compétences transverses, compétences molles. Oui, Transverse aussi, on les voilà. donne on leur donne un peu tous les noms. Mais oui, effectivement, on s'est consacré plutôt à ces compétences-là. Je pense que dans un deuxième temps, on ira plus sur les compétences, les hard skills, pour le coup, les compétences métiers, on va dire. Mais c'est vrai que dans un premier temps, avec la Normandie, on est plutôt un travail sur les contenus transverses, on va dire, plutôt tout ce qui est en lien avec le CLEA, donc les 7 domaines de référence. Et puis, dans un deuxième temps, avec le Definum sur un projet beaucoup plus long, hein, puisque sur la Normandie, on est sur un projet d'une année, on va dire une grosse année. Sur Definum, on est sur 3 ans avec des budgets de la Caisse des dépôts hein, dans le cadre de Definum qui était très conséquent. Et donc là, du coup, on va pouvoir vraiment travailler sur les 12 axes du RecTech et les différents niveaux que l'on a dans ce référentiel qui vont permettre de valoriser, reconnaître les compétences transverses, mais également justement l'idée du micro-learning, même si je vais déjà en dévoiler un petit bout de ce qu'on va dire juste après, mais dans l'idée de voilà, comment je peux donner du complément de formation sur ces fameuses compétences transverses. Tu peux nous dire un petit mot, je ne sais pas si tout le monde connaît RecTech, je Ouais. sais que vous l'avez bien implémenté, si on peut dire, hein, chez vous, vous le connaissez depuis un moment. Est-ce que du coup, enfin, j'ai l'impression qu'il y a du sens justement entre ce référentiel et le micro-learning. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste ce référentiel, comment Ouais, comment il est né déjà, d'où complètement. est-ce qu'il sort? Donc le référentiel RecTech a été créé, enfin en tout cas conçu par le Greta de Versailles principalement, avec des liens avec les référentiels européens. L'idée, c'était effectivement de pouvoir définir une sorte de carte de compétences sur des compétences transverses. Il y en a 12 qui ont été identifiées, comme le travail en équipe, organiser son travail, prendre en compte des règlements, communiquer à l'oral, communiquer à l'écrit. Donc ça fait du lien aussi avec les domaines du CLEA, de toute façon. Merci Fabrice pour le lien en direct. Et donc, Excellente assistante, Fabrice. ouais, ouais, c'est génial. Et donc, du coup, par rapport à ce référentiel qui reprend, alors je dirais que c'est un référentiel, mais il y a également une démarche en fait qui est associée, puisque l'idée, c'est pas de valider des compétences et de dire on obtient la compétence travailler en équipe, c'est de nuancer ça et de dire qu'il y a plusieurs degrés dans cette capacité de travailler en équipe. On peut prendre conscience déjà qu'on fait partie d'une équipe, ça peut être un degré 1, jusqu'à des niveaux où j'organise l'activité de l'équipe. Donc voilà, on peut nuancer, et c'est ça qui est assez intéressant dans le RecTech. Et par rapport à ces éléments-là, on retrouve dans le e-learning classique des parcours de formation où on a justement ces fameuses compétences métiers qui suivent un référentiel avec des modules, des séquences, des séances. Le classique, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on a vraiment cette notion de parcours et les compétences transverses, d'où son nom, elles sont transverses, elles sont souvent vues pendant la formation, mais on ne les met pas plus en valeur que ça. Donc le référentiel RecTech permettait de les mettre en lumière. Et par rapport à ces éléments-là, on s'est dit, du coup, il nous manque quelque chose dans la formation pour aller apporter du plus aux apprenants, aux participants des formations, dans cette fameuse logique de parcours, effectivement, Jean, de pouvoir amener un petit plus. Et le petit plus, on s'est dit, fait via une plateforme LMS classique, je dirais que on reviendrait sur un référentiel et on va
Alors que là, on a bien cette notion de cette démarche, un peu cette philosophie et de ces nuances de degrés. Donc l'idée était plutôt d'utiliser justement cette nouvelle techno en disant, voilà, en pédagogie, on va utiliser le micro-learning, comme ça je vais venir faire le petit pas de côté, hein, c'est l'idée un peu du micro-learning, de venir proposer des capsules en lien avec ces compétences transverses pour venir compléter mon apprentissage de mes compétences métiers. Donc voilà un petit peu l'association qu'on a fait du React Tech, du domaine Cléa et de ce micro-learning. D'accord, ok, très intéressant. Laurent, comment, peut-être tu veux qu'on va peut-être revenir sur justement resituer un petit peu les étapes et puis voilà qu'on comprenne du coup, et c'est très intéressant de pouvoir faire les parallèles entre le développement de vos deux projets. Comment est arrivé? Alors on a compris donc avec Tiny Coaching, et donc comment vous avez commencé de le mettre en œuvre, comment ça s'est articulé tout ça? Alors du coup, nous, on n'est pas tout de suite parti justement sur du micro-learning, sur des compétences transverses. On a décidé au début de cibler sur justement les compétences métiers. Et donc l'expérimentation s'est portée un peu là-dessus. C'est-à-dire que c'était sur les apprentis. Déjà, c'était ciblé ce public-là chez ScholarFab. Et c'était sur des compétences en lien avec la formation qu'ils suivaient chez nous. Les contenus, ils étaient principalement axés sur de la lecture, de moins de 5 minutes évidemment. Et le parcours avait été construit pas en parallèle d'une autre, mais on avait intégré du coup Tiny Coaching directement en autonomie pour les apprentis. Et avec cette expérimentation sur 2021, toujours dans cette démarche d'amélioration continue qu'on essaye de mettre en place, on a essayé de modifier légèrement le parcours, puisque ensuite, on a intégré Tiny Coaching directement dans les formations régions sur les qualifs 22 du coup de la région Normandie. Et cette fois, on a décidé de revenir sur ce qu'on avait fait et pas de continuer sur les formations sur les compétences métiers, mais plutôt justement de choisir quelque chose de plus transverse, à savoir les soft skills aussi, puisque c'était quelque chose qui pouvait être appliqué un peu à toutes nos formations. On sait qu'aujourd'hui, c'est un levier assez fondamental dans l'employabilité. Et du coup, on l'a associé au module de technique de recherche d'emploi des apprenants sur ce sujet-là, parce que les retours d'expérience qu'on avait pu avoir de la part des stagiaires sur les formations métiers faisaient remonter qu'en fait, les contenus Tiny Coaching n'étaient pas forcément en phase absolument parfaite avec la formation qu'ils suivaient chez nous, que du coup, ça pouvait un peu empiéter ou au contraire aller à l'encontre de ce qui avait été dit, et ce n'était pas du tout l'objectif, puisque le micro-learning, comme pour Via Formation, ça vient en complément en fait de ce qu'on veut leur apporter. Et du coup, c'était peut-être un peu contre-productif de faire sur l'aspect métier, puisque du coup, ça allait pas dans la suite de ce qu'on voulait donner. Donc, on a fait ça sur les soft skills sur l'année 2022, du coup, plus sur une expérimentation, mais vraiment intégrée dans les qualifs 22. Et avec les retours d'expérience qu'on a pu avoir sur l'année qui vient de se terminer, puisque moi, je suis arrivée en 2022 chez, à ce moment-là, Aden Formation. Et du coup, je suis arrivée en tant que référente sur Tiny Coaching. Donc, on a remis en place des actions de suivi, que ce soit de suivi des apprenants ou d'accompagnement des collaborateurs, pour ensuite redéployer là sur 2023 sur un public d'apprentis, encore une fois, et cette fois sur un programme de formation axé sur le développement durable, donc qui reste un sujet transverse qu'on peut accoler à toutes nos formations. Et on sera dans une démarche de co-construction de parcours, cette fois pour vraiment coller au plus près de ce qu'on veut transmettre à nos apprenants. Voilà. D'accord. Du coup, si on parle un peu sur le contenu, et puis essayer de comprendre un petit peu, on va dire, le processus, hein, appelons-le comme ça. Je suis apprenant, je suis inscrit dans une formation, peu importe laquelle, enfin, on peut prendre un exemple, je ne sais pas, à ScholarFab. Comment, en fait, de quelle manière, à quel moment et avec quel type de ressources, en fait, qu'est-ce que l'on va me proposer dans mon parcours? Alors en fait, dans le mois qui suit la rentrée de l'apprenant, les équipes de Tiny Coaching viennent en présentiel pour présenter un peu leur outil. Ils font un kick-off en fait d'une heure où ils présentent l'outil, le principe de l'outil, les fonctionnalités techniques. Ils font créer le compte aux apprenants.
Et ensuite, charge au RPA, donc chez nous, le référent parcours apprenant, qui dans d'autres organismes peut être le coordinateur pédagogique, charge à lui d'assurer le suivi. En fait, a priori, l'apprenant est autonome, c'est-à-dire que c'est du contenu qui est à piocher. L'idée n'est pas d'en faire 4 heures d'affilée, sinon on perd totalement l'essence même de l'outil. C'est d'aller picorer un peu comme ça de temps en temps. Et donc, il le suit, vu qu'on est sur un parcours qui est transverse, il n'y a pas de moment clé auquel suivre le parcours. C'est vraiment tout au long de l'année, tout au long de son parcours, de faire un petit peu de contenu régulièrement. C'est la régularité aussi qui est le maître mot dans ce parcours-là. D'accord. Et donc, si on a bien compris, c'est à son initiative d'aller consulter des ressources qui lui sont proposées. Alors, oui et non. Oui, sur l'expérimentation, mais on a vu que on allait devoir passer par un petit peu d'obligation, en fait, malgré tout, parce que même si dans les organismes de formation, c'est rentré comme un peu un incontournable de la multimodalité, pour les apprenants, c'est pas rentré comme un incontournable de l'autonomie et de la responsabilisation. Et du coup, sur l'expérimentation, en 2021, c'était en autonomie, mais du coup, on n'avait pas un taux d'adhésion qui était très important. Du coup, en 2022, on a décidé de donner un peu cette forme d'obligation à intégrer, c'est-à-dire dans les 10 dernières minutes du cours de techniques de recherche d'emploi. On sait que sur les 10 dernières minutes, c'est pas là où ils sont forcément le plus productifs en cours. Et du coup, d'intégrer 10 minutes de tiny coaching à ce moment-là. Mais notre volonté, c'est vraiment qu'à la fin, il y ait une vraie responsabilisation des apprenants. Mais ça peut se faire qu'en 2 temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de fédérer nos propres équipes, de les accompagner au mieux pour qu'ensuite, ça puisse fédérer les apprenants et qu'il puisse y avoir un retour à l'autonomie, puisque c'est vers ça qu'on tend quand même. Donc, c'est pour ça, c'est un peu oui et non. C'est oui dans l'idée, pour l'instant non, mais on y viendra. En tout cas, on tend à y venir. D'accord. Juste une question avant de me tourner vers Sylvain. Tu viens d'évoquer l'accompagnement des équipes, notamment. Comment est-ce que les équipes ont vécu l'arrivée de cet outil-là, enfin de la modalité elle-même, mais surtout de l'outil? Et aujourd'hui, est-ce qu'ils l'intègrent complètement dans leur pratique pédagogique, ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui est proposé à part et qui est vécu un peu à part du parcours traditionnel et de l'animation traditionnelle faite par les formateurs? Alors, je dirais pas que ça a été vécu à part, mais comme toute bonne conduite de changement, ça a généré quelques freins au début. Maintenant, c'est intégré comme étant l'obligation pour eux, et demain, on tend vers à ce que ça devienne pas l'obligation, mais le petit plus qui fera que ce soit vraiment bénéfique. En termes d'accompagnement, on a mis en place pas mal d'outils de suivi, que ce soit sur la partie technique des reporting, des choses sur lesquelles on peut suivre vraiment l'avancée, mais ça a été aussi la mise en place d'ateliers, par exemple, pour comprendre davantage le sens et le pourquoi aujourd'hui on intègre le micro-learning chez Scholar Fab. Ça a été l'accompagnement individuel. Comme avant, il n'y avait pas forcément de référent quand je suis arrivée, ça a été l'occasion d'avoir un seul interlocuteur qui fasse le biais entre Tiny Coaching et nos équipes. Et du coup, ça permet aussi de remonter plus en temps réel les retours, de pouvoir améliorer, parce que c'est eux qui sont au contact des apprenants. Donc, ils le vivent comme les apprenants le vivent d'une certaine manière. Et donc, d'avoir un interlocuteur, ça permet d'avoir un suivi beaucoup plus rapproché sur le sujet. Donc, là-dessus, c'est en train de changer. Ça a déjà pas mal évolué. Maintenant, c'est intégré comme un réflexe, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais on a encore, bien évidemment, des efforts à fournir sur le sujet pour fédérer encore davantage. Ok, merci. Sylvain,
Même question, même contexte, un petit peu. Comment est-ce que tu peux nous décrire la façon dont se déroule l'usage du microlearning et donc de Doki? Peut-être nous décrire un petit peu aussi derrière, c'est quoi Doki? C'est une plateforme, c'est du contenu, et comment vous l'avez mise en musique, vous, de votre côté? Je vais peut-être basculer voilà, au moins Ouais, pas de souci. sur quelques écrans pour illustrer. Alors, bah, effectivement, alors, il y a plein de points où je rejoins Laurent que je ne vais pas forcément reprendre, donc je vais faire de la paraphrase, on va dire, mais oui, je valide plein d'éléments. Nous, on a moins de recul pour le moment sur le microlearning, puisque du coup, c'est plus récent qu'à ScholarFab. Mais dans les premières expérimentations qu'on a pu faire sur les groupes, on a retrouvé un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que l'idée. Et là, vous le voyez à l'écran sur le principe de Doki, c'est d'avoir des catalogues avec des albums de formation. Et à l'intérieur de ces albums, il y a différents titres. C'est présenté un peu de manière d'une bibliothèque musicale dans lequel on aurait des artistes avec des albums. Et dans les albums, il y a différents titres de formation. Il n'y a pas de notion de parcours à l'intérieur. L'idée, c'est bien de pouvoir les laisser en autonomie, de pouvoir venir grappiller, grignoter de la formation à leur gré, je dirais, en fonction de la thématique qui leur plaît et à l'intérieur de la thématique, pouvoir grignoter le contenu qui les intéresse. Ce qui est plus compliqué, et c'est pour ça que je rejoins complètement le discours de Laurent, c'est que si on met juste comme ça, on juxtapose juste un outil de micro-learning avec les autres formations et on leur dit, bah, allez-y, c'est dispo. Voilà, il se passe à peu près ce qu'a dit Laurent, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, du coup, alors, pour l'expérimentation, c'est ce on s'est rendu compte. Effectivement, il y a une notion de, je dirais, pas de travail prescrit, mais un petit peu de formation prescrite. En tout cas, il faut au moins que l'équipe pédagogique puisse faire des liens entre ce qui est vu ensemble, ce qui peut être vu sur une LMS, et ce qui peut être justement présent sur le microlearning en disant, bah voilà, aujourd'hui, on a vu ça. Dans ce contenu de compétences métiers ou autres, bah, on peut mobiliser des compétences transverses et dans ces compétences transverses, bah, ça tombe bien, il y a des albums qui sont en lien dans Doki que vous pouvez aller consulter. Alors, on a préféré par contre gérer le temps de micro-learning en se disant que c'est du hors temps de formation. Bon, après, c'est un choix, mais effectivement, de le mettre hors temps de formation et de ne pas le mettre dedans. Mais effectivement, il y a cette notion un peu de prescription, en tout cas de préconisation vers les capsules qui peuvent être intéressantes en lien avec les parcours de formation. Après, je dirais qu'on a deux projets, ce que je disais tout à l'heure, 2022-2023, on a deux projets qui se sont confrontés au même moment au sein du groupe IRFA Formation. Et je dirais de ces deux projets, on essaye d'en faire une force. C'est-à-dire qu'on déploie les badges en même temps. Et les premiers badges qu'on a créés sont des badges de compétences transverses, justement avec le référentiel RecTech. Donc on s'est dit que c'était une bonne occasion de pouvoir déployer les deux en simultané, puisque tout à l'heure, on parlait de compétences métiers, donc on a la LMS si on parle de e-learning, mais bien entendu, il y a la partie centre, synchrone, asynchrone. Mais si on parle juste des compétences métiers, on sait qu'à la fin, ils vont passer leur titre pro et donc il y a une certification. Et donc on se disait peut-être que justement, dans l'histoire de ludifier les choses, de les rendre un peu intéressants et donc justement de motiver l'apprenant sans forcément lui imposer un parcours dans Doki, c'était de pouvoir lui dire, bah voilà, il y a des albums de formation, on va t'apprendre des éléments complémentaires à ces compétences transverses. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'en rétroactif, bah, tu viennes demander un badge qui est en lien avec ces compétences pour déposer une preuve. Donc en fait, c'est un petit peu pour recréer une sorte de parcours hors temps de formation, mais c'est un petit peu l'idée de ces parcours individualisés, puisqu'en fait, il va grignoter les contenus qu'il veut et il va demander le badge qu'il veut aussi. Donc en fait, voilà, c'est un petit peu pour récompenser le travail en autonomie qui a été fait et puis surtout de le certifier, puisque ça va l'utiliser. Il va être très utile, lui, pour son CV demain. Il a ses compétences hard skills, mais il a aussi ses soft skills sur lesquels il va pouvoir valoriser dans son CV en disant, bah voilà, j'ai aussi les badges qui correspondent à des éléments qui vont être attendus par rapport à mon métier. Donc voilà un petit peu comment on l'a déployé, on va dire. D'accord. Mais en t'écoutant, je m'interroge si je suis formateur ou Oui. responsable pédagogique ou responsable d'un groupe ou d'une filière, peu importe. Euh, ces activités, appelons-les comme ça, qui sont faites sur Doki, est-ce Mm. qu'à un moment donné, quand même, elles s'agrègent de manière à donner une vision d'ensemble du parcours d'apprentissage de l'apprenant? Et est-ce qu'en tant que formateur, je peux me dire, bah tiens, là-dessus, sur Doki, il a avancé, donc ça veut dire que sur son parcours on va dire plus prescrit, Mm. je peux éventuellement apporter de l'individualisation sur ce champ-là, où il a des lacunes là-dessus, etc. Comment se fait le lien quand même entre les deux
par rapport à cet Complètement. ensemble? C'est une bonne interrogation. Je dirais, tu l'as dit tout à l'heure, par rapport au groupe Information, on a mis en place RegTech depuis 2020-2021. En fait, ça fait déjà quelques temps, mais hors Doki et hors badge, puisqu'en fait, comme on est présent sur d'autres régions, et entre autres la région Centre-Val de Loire, l'a intégré dans le cahier des charges, dans le PRF, donc dans le programme de régional de formation, pour éviter de faire des acronymes, en Centre-Val de Loire, mais déjà dès le cahier des charges de 2020, donc ça date déjà de quelques années. Et donc du coup, ça nous avait déjà demandé de réfléchir à comment on intègre ces compétences transverses à l'intérieur d'un déroulé pédagogique. Donc du coup, on s'est fait les cartes de compétences en fonction des différents niveaux attendus, donc les niveaux pour rentrer en formation de compétences transverses, une sorte de prérequis de RegTech, prérequis de compétences transverses, et des attendus objectifs donc à atteindre en fin de formation sur ces fameuses compétences transverses, comme on peut attendre une acquisition de compétences lorsqu'on va passer une certification. Et donc, du coup, on s'est outillé avec des outils qui, là, pour le coup, font le lien donc, du coup, entre le parcours de formation prescrit et le parcours, on va dire, plus en autonomie, où l'apprenant s'auto-évalue, hein, à la méthode des APP aussi, où il y a une partie où l'apprenant s'auto-évalue sur les différents axes du RegTech et où le formateur vient consolider les choses. Et comme ça, on a en début de formation un peu la partie positionnement, et puis après, tout au long de la formation, il y a des rétroactions justement avec ces éléments-là. Et en fin de formation, il y a un bilan entre les badges qu'il a pu valider au tout début, mais les badges qu'il a validés en fin, qui vont être dans degré supérieur, et donc du coup qui vont permettre de pouvoir vérifier et valoriser la progression de l'apprenant sur ces fameuses compétences transverses. D'accord. Et donc, en tant que formateur, moi, je peux avoir une sorte de Oui. cartographie ou une vue d'ensemble des compétences acquises par un apprenant en micro-learning. C'est ça, hein? Alors, du coup, pas en micro-learning, puisque en Pas fait, en en micro-learning. micro-learning, il n'y aura pas de certification à proprement parler sur l'application, mais c'est Et bien il en n'y a pas de stats, rétroaction. il n'y a pas de stats Alors, s'il y a des d'utilisation stats, non plus. il y a un tableau de bord, bien entendu, sur le savoir si D'accord. la personne s'est connectée régulièrement, etc., et sur quelle capsule elle a pu consulter. Donc ça, on peut le voir. Il y a sur l'application aussi, on le voit un peu sur l'image là qui est à l'écran, il y a un petit sablier en haut à droite. Alors, je vous fais deviner, mais en gros, il y a un petit sablier, puisque Alors Laurent l'a là. dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, à cet endroit-là. Laurent l'a dit tout à l'heure, l'idée, c'est que le micro-learning, c'est pas non plus qu'il y passe 4, 5, 6 heures et qu'il se forme. Sinon, du coup, autant qu'il aille sur la LMS et du coup, il va se former. Ouais. C'est bien de pouvoir grignoter. Et donc, du coup, dans Doki, il y a une sorte de temps, on va dire, de points. Et à chaque fois qu'on consomme une capsule, on perd des points. Et donc, en fait, il y a plusieurs possibilités. C'est que soit on attend et on récupère des points pour pouvoir consulter à nouveau des capsules. Donc, on va dire qu'il y a une sorte de frein. C'est ce qu'on retrouve sur la notion des jeux de smartphone, en fait, où vous avez un chrono et vous avez le droit de faire quelques actions. Mais si vous voulez en faire plus, c'est soit vous payez, mais là, on ne va pas les faire payer. Soit, en fait, vous attendez le lendemain pour avoir à nouveau votre compteur d'actions qui s'est rempli et donc de pouvoir en faire des D'accord. nouvelles. Donc, on a freiné, en fait, dans le micro-learning, la notion de pouvoir consommer d'un coup. Donc, comme ça, au moins, ils peuvent en consommer 2, 3, 4, mais le reste, il va falloir qu'ils attendent. Où il y a aussi intégré à l'intérieur de Doki, il y a une petite application de jeu. Alors, ça va parler à tout le monde. C'est comme Candy Crush, c'est du match 3. Donc, l'idée, c'est de faire des lignes avec des objets. Et en fait, à certains moments, je dirais toutes les 20 ou 30 secondes, vous allez avoir une question qui apparaît. Et en fait, ce sont des questions en lien avec des capsules que vous avez déjà consultées. Donc, ça fait retravailler des choses que vous avez déjà consultées. Et si vous répondez bon, vous gagnez des points, ce qui vous permettra de pouvoir à nouveau consommer des capsules. Donc il y a aussi un petit peu une idée de gamification à l'intérieur de cette application. D'accord. Et donc là, on voit des notions d'ancrage mémoriel, en l'occurrence, Exactement, apparaître, hein, puisqu'on rappelle, on pose des questions sur des apprentissages c'est précédents. ça. Donc on est obligé de parler d'ancrage de formation ou ancrage mnésique parce que ancrage mémoriel malheureusement a été déposé. Voilà, on n'a pas le droit de l'utiliser, on n'aura rien Euh, dit. Mais oui, effectivement, dans le principe, c'est bien ça, c'est justement de pouvoir re-questionner de manière régulière, donc soit volontaire par l'apprenant qui va faire le jeu et donc qui va solliciter des questions, soit tout simplement parce que l'application va pouvoir être en mode push, donc pousser en fait des questionnements sur les contenus qui ont été déjà consultés. d'accord, très bien. On n'a peut-être pas bien précisé tout à l'heure, l'un et l'autre, mais peut-être Laurent dans un premier temps. Quels sont les formats en fait de ce qui sont proposés? Ils l'utilisent plutôt du coup sur quel équipement? Est-ce qu'on est multi-équipement comme on l'évoquait tout à l'heure? Et puis quel est le format de ces capsules qui leur sont proposées?
Alors, en termes d'équipement utilisé, il y a l'application Tiny Coaching qui peut être du coup téléchargée sur leur smartphone. Oui. C'est aussi disponible sur les messageries instantanées comme Messenger, comme Teams, par exemple. Et du coup, ça permet de pouvoir leur proposer de l'utiliser sur les postes informatiques dont on dispose directement dans les locaux. Euh, Ça permet d'avoir, premièrement, comment dire, tout de suite de couper les premiers freins, puisqu'on a pas mal on a pas mal de retours en disant ah mais moi je veux pas installer ça sur mon téléphone, moi Mhm. je veux pas faire ça. Donc ça permet tout de suite d'enlever cette barrière-là. Et ensuite sur les contenus, bien sûr par exemple j'ai oublié la tablette, mais ça va avec ordinateur, tablette, smartphone. Ouais. Et en termes de contenu, c'était au moment de l'expérimentation principalement de la lecture. Ça faisait partie des choses qui avaient été remontées pour les apprenants, disant que c'était trop redondant, qu'il y avait trop de lecture. Du coup, à la suite de ça, ils ont intégré pas mal de vidéos. Et là, on commence à gamifier un peu plus les contenus en proposant des quiz, etc. Donc, c'est le même principe que sur Doki. Alors, pas avec la notion de jeu, mais c'est-à-dire que quand l'apprenant se connecte, il sélectionne une capsule qui lui délivre un contenu. Ensuite, à la fin de ce contenu, il a une question dessus. Et la prochaine fois qu'il se reconnecte à l'application ou à sa messagerie instantanée, etc., qu'il veut reprendre en tout cas son contenu de formation, il y a une question qui lui est posée sur le contenu qu'il avait vu précédemment, et c'est ça qui permet de valider les acquis. Voilà. D'accord. On est sur des formats un peu similaires, Sylvain, sur Doki. Quel est le format de la ressource qui est proposé? Alors, je vais parler des formats, puis en même temps, je vais Les parler formats. du retour d'expérience qu'il y a eu, parce que Oui, voilà, effectivement, voilà. on dirait qu'il y a une préférence cognitive certainement qui est reliée. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a repéré. Oui, on peut mettre différents formats. On a le podcast qui est typiquement du son. Alors, avec la difficulté ou bien entendu par rapport à l'accessibilité, là pour le coup, il n'y a que du son pour les personnes qui seraient malentendantes. Donc, on a fait le choix, nous, de mettre, si on mettait des podcasts, de mettre des podcasts illustrés avec des mots-clés qui pourraient s'afficher du coup à l'écran de manière à pouvoir, on va dire, mettre le plus grand nombre. On a également de l'image et du texte avec la possibilité de mettre des images animées, ce qui permettrait d'illustrer du texte et de ne pas avoir juste un PDF figé. Et puis après, bien entendu, tout ce qui est média vidéo avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire ça va aussi bien du facecam, c'est-à-dire un formateur qui s'exprime face à l'écran pour expliquer des choses avec des incrustations à l'écran. On peut avoir du screencasting, donc enregistrement de l'écran, plutôt une partie tuto. Là, on voit sur la capture d'écran qu'il y a des logiciels du pack office. Donc là, effectivement, ça fonctionne très bien. Et puis, on peut avoir tout simplement des vidéos animées avec des avatars, etc. Donc, je dirais toute la partie vidéo est fait, on va dire le choix est très important. Par rapport aux expérimentations et au retour des apprenants qu'on a eu, ils ont une très très nette je crois que c'était presque 80 ou 85% quand on leur a demandé le choix des différents médias de capsules, ils ont fait le choix de la vidéo. En fait, la plupart ont dit oui, la vidéo c'est beaucoup plus simple parce que bah voilà, j'ai pas besoin de lire sur mon écran, j'ai pas, enfin, voilà, c'est quelque chose que je vois à l'écran, j'ai l'image, j'ai les sous-titrages, il y a quelqu'un qui me parle, il y a du rythme. Donc c'est vraiment des capsules qui peuvent être vraiment plus pertinentes. En tout cas, c'était leur choix. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure avec TikTok. On est bien dans cette génération et dans ce moment de société où on consomme des vidéos voilà, très rapidement et on passe de l'un à l'autre aussi très rapidement. Ça pose d'autres questions. Pour répondre à Fabrice sur les ressources sur étagère, effectivement, c'est des ressources que l'on conçoit nous-mêmes. Donc, c'est d'où le financement d'ailleurs par la Normandie, entre autres, et Definum. L'idée, effectivement, de concevoir nous-mêmes nos capsules et de pouvoir les avoir en étagère pour les apprenants sur l'application. D'accord. Bah, du coup, sur cette question-là, Laurane, donc vous, il y a du contenu effectivement dit sur étagère, et pour aller vers des parcours métiers, pour compléter les parcours métiers, vous allez vous aussi concevoir, hein, concevoir des ressources en interne, c'est ça? C'est ça, exactement. L'objectif, ce sera d'intégrer des ressources à la marque Scholar Fab dans Tiny Coaching pour nos parcours. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est eux qui fournissent les parcours avec une relecture de notre part pour vérifier qu'on est bien sur quelque chose qui est raccord avec la formation qu'on leur dispense. Oui. Mais pour l'instant, on n'a pas encore créé de contenu directement sur Tiny Coaching. D'accord. Et donc, pour aller dans ce sens-là, vous êtes
C'est-à-dire là, on voit développement de nouveaux contenus. Comment est-ce que vous voyez le développement du micro-learning lui-même là en 2023, 2024? On va peut-être revenir, vous aviez fait un petit schéma justement là-dessus sur Oui. aujourd'hui c'est quoi et demain, et du coup ça nous permet de nous projeter dans les usages futurs. Alors, comme je disais, sur 2023, donc il y a ce nouveau projet sur le développement durable qui va avoir le jour, qui va toucher du coup les apprentis. Donc, on aura à la fois Tiny Coaching intégré pour les formations région et à la fois sur les apprentis. Donc, il y aura la majorité en fait de nos publics qui seront concernés par l'utilisation de l'outil. Comme je disais tout à l'heure, ça fait un peu redite, mais aujourd'hui, on l'intègre dans les parcours de formation parce que on constate qu'il n'y a pas assez d'adhésion de la part des apprenants sur l'outil. On est toujours dans cette démarche d'amélioration continue. Ça, on le fait aujourd'hui et on a vocation à le continuer demain. Mais pour demain, du coup, on tend vers une autonomie des apprenants. On espère pouvoir avoir cette responsabilisation qui permettra d'utiliser le micro-learning à son, là où il est le plus efficace et faire des modules complémentaires Scholar Fab, donc que ce soit en lien avec les contenus qu'ils voient sur Tiny Coaching ou directement à intégrer dans l'outil, comme ce que je disais il y a 5 minutes. Donc voilà, toujours dans cette démarche d'amélioration avec encore plus de gamification, encore plus de notions de challenge. On développe les badges numériques déjà sur les soft skills, mais aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre Tiny Coaching et nos badges. Du coup, sur le développement durable, on a le badge développement durable qui contient certains critères. Et donc, l'objectif, là, c'est de garder cette notion d'avoir validé un minimum d'acquis sur la marque Scholar Fab. Voilà. D'accord. Merci. Sylvain, un petit mot sur la Ouais, prospective, sur l'année je ou vais, les années à venir avant de je vais rendre, de faire rendre la parole à synthétique Hélène et et à, c'est et à ça. tout le monde. Je vais faire synthétique et très court puisque je vois qu'il y a plein de personnes qui nous quittent, donc pour qu'ils aient l'intégralité, même s'il y a le replay. Oui, effectivement, dans l'avenir, je pense que on est déjà un petit peu sur déjà les mises à jour de l'application de Doki, puisqu'on parle de micro-learning. Donc là, on est bien sur des capsules et je rejoins Laurent sur la partie des modules complémentaires et donc l'autonomisation, bien sûr, des apprenants les pratiques. Je pense que les apprenants vont aussi l'intégrer dans leur pratique. C'est comme une nouvelle fonctionnalité de formation. Et on est en train de mettre en œuvre aussi tout ce qui est, enfin, Doki l'intègre déjà, donc du coup, on va le générer, les contenus, mais on parle aussi de micro-doing qui va permettre en fait de pouvoir générer des petits défis, des petits challenges qui seront en lien avec le micro-learning. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est j'apprends quelque chose, maintenant que j'ai vu et qu'on m'a transféré une compétence, un savoir, l'idée, c'est comment je le mets en œuvre. Et donc, la mise en pratique via justement ce fameux micro-doing qui va être des petits challenges qu'on va proposer, des nudges, exactement, avec la possibilité de derrière de dire j'ai réussi, j'ai pas réussi. Si j'ai pas réussi, ça pourra générer un tutorat, etc. Enfin, je vais assez rapide, mais c'est vraiment l'idée. Oui, ne D'accord. pas être que sur, c'est vrai que sur la connaissance, qu'on aille sur vraiment du développement de compétences. C'est vrai que c'est quand moi j'avais découvert, Tiny et Doki, c'était un peu, ma réflexion, de se dire qu'on est sur la connaissance et c'est vrai que cette idée de nudge, justement pour pouvoir, à un moment donné, comment dire? Réutiliser aussi toutes ces connaissances pour mettre en situation, réelle, C'est ça. c'est aussi Se très challenger intéressant. sur la connaissance, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Mmh. OK, vous Très avez peut-être bien. des questions? Peut-être voilà Une une ou deux dernières questions. Si, on sait qu'il y a quelques personnes qui ont dû nous quitter parce que effectivement, on a mmh, dépassé de quelques minutes. Quelques minutes tout ça. J'ai vu que effectivement, Laurent, tu as répondu à une question sur mmh, voilà, qui confirmait bien qu'on était aujourd'hui, c'est Tiny qui fournit. Hein. Peut-être on peut dire ils ont des accords avec des éditeurs, hein, notamment, Oui, avec de mémoire, je crois, toute la série des nuls. oui, tout à Les- fait. pour les nuls. Pour les pour nuls, les nuls, voilà, exactement. pour les Ouais, nuls. Et ouais. donc, ce qui fait déjà une base Oui. documentaire importante, hein, qui est proposée. Et puis, il y a d'autres choses aussi.
C'était très intéressant parce que à la fois les deux outils sont différents tout en étant normands, ce qui est quand même pas rien, d'avoir effectivement deux EdTech comme ça qui proposent des choses dans ce champ-là. Et puis vous avez eu l'un et l'autre, aussi bien les éditeurs, mais enfin les prestataires que vous avez eu des approches sur les compétences visées, sur la manière de les prescrire ou pas, qui du coup a vraiment donné une illustration on ne peut plus complète. Enfin, peut-être pas complète parce qu'il y a plein de choses qu'on peut encore inventer, mais déjà une grande variété dans ce que l'on peut imaginer faire avec le microlearning lui-même, quoi. Donc ça donne envie de tester tout ça. Donc ça donne envie de tester et de revenir voilà, le 28 février, tout à fait. Voilà. Et pourquoi pas voir Loran aussi, voir si on peut aussi tester Tiny, qu'on puisse avoir les deux, Tiny et Doki, et que les membres de Communautique puissent aussi manipuler, de se rendre compte en fait des usages possibles. Je pense qu'il reste quelque chose aussi, mais ça sera peut-être dans quelques mois aussi, c'est les impacts sur les apprentissages, comment dire. Voilà, comment on évalue aussi le rapport, je dirais aussi en formation. Est-ce que du coup l'usage du microlearning va impacter les apprentissages? Est-ce qu'on va mieux apprendre aussi? Est-ce que ça va plus impacter aussi leur motivation, la motivation des apprenants? Voilà, je pense que c'est des choses sur lesquelles on pourra aussi revenir, peut-être dans quelques mois aussi, d'évaluer un peu ces usages. Ouais. Voilà, retour, on peut se faire des points réguliers avec des retours d'expérience, d'autres organismes de formation qui auront aussi expérimenté, qui viendront nous faire part de leurs usages aussi. Rendez-vous dans un an, peut-être, pourquoi pas. Voilà. Très bien, merci beaucoup à toutes et à tous de votre présence. Merci Laurane, merci Sylvain du temps que vous nous avez consacré pour partager avec nous ce travail-là, cette expérience. Ah oui. Oui, moi dans le domaine de la santé, j'ai pas trop vu le lien, mais je pense que en ayant accès peut-être un peu à voir vos supports, peut-être que ça pourrait donner des idées pour la formation en santé. Tout à fait, ok. Voilà, l'occasion effectivement de pouvoir en échanger le 28 et puis avec l'occasion de manipuler, de voir aussi ce qu'on peut ressentir en se mettant vraiment à la place de l'apprenant. Ce sera l'un des objectifs de cette journée. Tout à fait. Bon après-midi à tous. Merci également à vous. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir.